Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer la présentation concernant l'évaluation financière des actifs pays, donc de propriété industrielle. Donc, je me présente, je suis Mehdi Bounamidi, je suis associé au cabinet Ipside Santarelli Group et responsable de la partie valorisation des actifs pays. Donc, on va essayer de faire une présentation assez courte, vu le temps qui est devant nous. Donc, on a 20 minutes pour parler un peu de ce gros sujet. Donc, on va sommairement faire une introduction, donc parler des grands principes, et ensuite donc parler des deux analyses dont on a besoin pour faire une évaluation financière d'un actif de propriété industrielle, à savoir une analyse qualitative et une analyse quantitative. Alors pour commencer, donc je vais un petit peu parler du cabinet Ipside. Donc c'est un cabinet qui est issu de plusieurs fusions, donc acquisition. Donc initialement c'était le cabinet Schmitt Chrétien, donc qui a fusionné en fait avec le cabinet Poupan, Ravina, etc. Donc on est présent en France dans plusieurs villes. Avant la fusion en 2021 avec les cabinets Santarelli et Brevalex, on était 80 collaborateurs, parmi lesquels donc 40 ingénieurs, juristes et avocats. Et donc en 2021, Ipside a finalisé l'acquisition des deux grands cabinets français Santarelli et Brevalex pour ainsi constituer un leader sur le plan européen dans le domaine de la propriété industrielle. Donc aujourd'hui, le cabinet compte 285 collaborateurs et dont 110 ingénieurs, juristes et avocats. Voilà. Donc un constat pour entamer le sujet de l'évaluation financière des actifs pays. Donc il y a une étude qui devient assez connue maintenant. C'est une étude de l'école des mines, donc qui montre qu'une start-up a 4 fois plus de chances de réussir avec un brevet. Donc il y a 8% de chances de réussite lorsque la start-up n'a pas de brevet, et ce pourcentage passe à 30% avec un titre de propriété industrielle, enfin en l'occurrence un brevet pour les start-up technologiques. Donc ensuite, donc on sait bien que les brevets sont un levier d'innovation donc pour les startups, et ça sur 4 axes sur lesquels nous on propose un accompagnement général. Donc il y a l'axe donc de stratégie d'open innovation, donc le développement de l'innovation aussi, donc la planification aussi stratégique, et donc tout ce qui est due diligence et valeur financière de l'API. Donc voici quelques constats aussi qu'on a relevés sur le terrain, notamment auprès de dirigeants de start-up. Donc beaucoup nous disent que la propriété industrielle présente un coût considérable pour un intérêt parfois flou. Ils savent que c'est important, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et il y a aussi une tendance à dire que certaines startups suivent des recommandations sans avoir une grande conviction. Donc là, l'idée, c'est quand même de sensibiliser un petit peu plus en fait à cet intérêt qui est réel. Donc, hormis le rôle principal de la propriété industrielle, qui est de protéger l'activité économique, il y a un rôle de valorisation en fait, et dont on va parler. Et donc, ces deux rôles qui, on va dire, sont complémentaires, et ils sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, on va parler de quelques grands principes. Donc là aussi, donc il y a une analyse assez intéressante qui a été faite par un cabinet de conseil, en fait, qui explique qu'il y a une corrélation, une sorte de pyramide inversée entre la quantité de brevets et la valeur des brevets. C'est-à-dire que la valeur, en fait, est concentrée sur les brevets qu'on appelle d'invention de rupture. Et ces brevets-là sont les brevets qui sont les plus rares. Donc, si vous voulez comprendre un peu ce schéma, il suffit de constater que 2% des brevets correspondent à des inventions de rupture, et que ces 2% représentent 50% de la valeur concentrée. Donc, sur un en l'occurrence, l'étude a été faite sur un énorme échantillon de brevets via les bases, etc., qui comprennent plusieurs centaines de millions de documents. Donc là, en l'occurrence, c'est une étude qui a été faite sur les 20 dernières années. Et donc, on constate qu'il y a 2% d'inventions de rupture. Donc, les inventions de rupture, c'est des inventions qui permettent
de rompre en quelque sorte avec une technique connue, utilisée, et donc de proposer une invention qui permet d'ouvrir une nouvelle génération dans le domaine technique. Et donc c'est ce genre d'invention qui représente le plus de valeur, donc 50% de la valeur de la population brevet en général. Donc ensuite, il y a des inventions qui sont proches de la rupture, mais qui sont pas vraiment des inventions de rupture. C'est ce qu'on appelle la nouvelle génération, donc dans différents domaines techniques. On a ensuite les perfectionnements majeurs, les perfectionnements mineurs, qui représentent vraiment la grande partie des brevets. Donc 60% d'inventions protégées sont des perfectionnements mineurs, toute industrie et secteur confondus. Et enfin, donc vous avez ce qu'on appelle les solutions de routine. Donc c'est des inventions qui ne sont pas de l'ordre du perfectionnement, mais qui peuvent, par exemple, correspondre à à des améliorations de routine obtenues lors de la phase de développement, par exemple. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les perfectionnements majeurs, donc on a à peu près 20% sur la population brevet, mais ils représentent 15% quand même de la valeur. Donc c'est sur cette partie qu'il y a un rapprochement entre la concentration de valeur et donc le nombre. Et ce qui est dans ce cas intéressant, c'est de pouvoir viser pour la protection en priorité tout ce qui est perfectionnement majeur ou plus. Bien sûr, c'est pas toujours possible. Donc les dirigeants pensent que toutes leurs inventions sont généralement des inventions au-dessus du perfectionnement majeur, voire même des inventions de rupture. Ce n'est pas le cas. Ce qui détermine ça, c'est vraiment la situation du marché. C'est le marché qui nous dit si une invention est une invention de rupture ou pas. Donc ce n'est pas l'entreprise la personne qui produit l'invention qui le décide. Parce que si c'est une invention de rupture, elle s'applique à l'ensemble du marché ou au marché adressable et permet de remplacer toutes les technologies qui étaient avant. Il faut aussi noter que, quelle que soit la nature de l'invention, donc elle représente un même coût d'un point de vue brevet. Donc c'est toujours le même coût pour obtenir un brevet, que ce soit pour un perfectionnement mineur ou une invention de rupture. Et donc là, il y a quand même une possibilité d'optimiser en fait les investissements en termes de propriété industrielle et de se dire que par exemple, lorsque vous avez 60% d'inventions de perfectionnement mineur, cela ne représente que 10% de la valeur de votre portefeuille. Voilà. Et donc là, ça peut donner quand même des idées stratégiques pour l'exploitation, pour le transfert de technologie, que ce soit sous forme de licence, de cession, et voilà, et d'autres aspects dont c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, autre constat, donc il y a déjà 20 ans, plus de 20 ans, en fait, il y a une grande sensibilisation sur la valeur des actifs immatériels, et quelques exemples en fait notables sont notamment ceux de IBM, qui en 2004 en fait a été valorisé avec 80% de la valeur qui était due aux actifs immatériels, donc essentiellement des brevets, des logiciels. Et en fait, c'était juste après qu'il y a un fameux accord de licence croisée qui était autour de 16 milliards de dollars sur 7 ans entre Dell et IBM. Et donc là, en l'occurrence, c'était Dell qui avait un brevet qui portait sur une méthode d'assemblage d'ordinateurs. Et donc c'était des choses qui étaient totalement reproductibles par n'importe quelle entreprise qui avait les mêmes éléments techniques. Sauf que Dell avait du coup un brevet qui la rendait plus crédible en fait sur le marché. Et donc, du coup, ils ont, grâce à ce brevet, pu négocier cet accord de licence croisée qui est quand même très élevé sur 7 ans, en ayant accès à ce qu'on appelle Big Blue chez IBM. Donc, c'est un projet de recherche qui était extrêmement intéressant à l'époque, qu'il est encore. Donc, maintenant, qui s'est adapté plus au cloud et à l'IA. Et voilà. Donc, ça, c'est un exemple typique des actifs immatériels dans des entreprises de cette taille. Donc là, vous voyez à peu près les approches qu'on utilise pour évaluer en fait les actifs de propriété industrielle, que ce soit des brevets, des dessins et modèles ou des marques, voire même pour évaluer d'autres actifs immatériels comme le savoir-faire, le secret industriel, le logiciel, etc. Et donc du coup, on a ce qu'on appelle l'approche quantitative et l'approche qualitative. Donc l'approche qualitative, donc on va en parler, c'est une approche qui permet d'évaluer de façon qualitative un actif en donnant quelques notes à des facteurs d'influence. Donc ça, je vais en parler juste après. Et l'approche quantitative, c'est l'approche qui permet d'effectuer en quelque sorte le calcul pour avoir une valeur. Donc, et ça peut être fait selon plusieurs méthodes, différentes méthodes. Donc, il y a la méthode des coûts. Donc ça, c'est un classique aussi. Donc, c'est estimer la valeur à hauteur du coût d'obtention. Il y a d'autres variantes, donc, comme les coûts de remplacement ou les coûts
on va en parler juste après, donc les coûts de substitution de l'actif. Donc la méthode par le marché qui consiste à identifier des transactions sur un actif qui est équivalent pour en faire une sorte de benchmarking de prix transactionnel et avoir une valeur. Donc, il y a aussi la méthode donc qui est la plus utilisée dans des situations normales d'entreprise, la méthode par les revenus. Et aussi, enfin, les trois premières méthodes, on les appelle les méthodes classiques. Et ensuite, on a une méthode avancée, c'est la méthode par les options. Et après, bien sûr, donc toutes ces méthodes peuvent être combinées, dans une approche combinée. Et c'est ce qui est le plus vivement recommandé. Donc, ce n'est pas de se limiter à une seule méthode. Ça dépend des situations. Donc ça, on va en parler, parce qu'en fait, ce qui permet de choisir la méthode, c'est de définir l'objectif de l'évaluation financière de l'actif. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs objectifs. Donc ça peut être tout simplement un apport de l'actif dans le capital. Ça peut être en fait un objectif de cession, de licence, un objectif de valorisation de l'entreprise. Et donc, en fonction de l'objectif, vous définissez une méthode qui va pouvoir être auditée et donc qui permettra de donner un résultat cohérent en fait avec l'objectif de la personne qui souhaite faire cette évaluation financière. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc il faut aussi savoir que lorsqu'on évalue un actif de propriété industrielle, on évalue une technologie. Et donc, un actif, en fait, il peut être évalué indépendamment des autres actifs, mais ce qui est vivement recommandé, c'est de définir ce qu'on appelle les grappes technologiques. Et par exemple, dans un portefeuille, vous pouvez avoir un certain nombre de brevets, mais les brevets, en fait, ils peuvent être distribués sur un nombre de grappes technologiques qui est inférieur au nombre de brevets. Et en fait, la valeur du portefeuille n'est pas simplement la somme arithmétique de chaque brevet, donc c'est ce qui serait absurde, parce que vous avez des recouvrements de marché ou des fois des brevets de perfectionnement, et donc ils peuvent pas cibler le même marché que le brevet de base. Et donc là, l'idée, c'est de bien identifier ces grappes technologiques. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un certain nombre de grappes avec chacune un nombre plus ou moins important de brevets. Et en fait, l'évaluation porte ensuite sur les grappes, et vous pouvez avoir des effets de synergie aussi entre les différentes grappes. Et donc après, vous pouvez faire une analyse a posteriori sur le résultat obtenu pour pour au moins donner une valeur individuelle à chaque actif, en essayant de déterminer l'influence de chaque brevet dans le portefeuille global ou dans la grappe, par exemple. Mais en tout cas, pour lancer en fait une évaluation financière, un exercice d'estimation de valeur, il faut bien définir les grappes, parce que c'est les grappes qui vont nous donner le marché ensuite sur lequel s'appliquent les différents calculs. Donc là, bon, j'ai mis un exemple schématique pour que vous compreniez un peu le principe. Donc on a un portefeuille avec 5 brevets, vous pouvez avoir 3 grappes, 2 avec 2 brevets et une avec un seul brevet, par exemple. Donc ensuite, lorsque vous avez défini l'objectif et les grappes technologiques, donc vous opérez en fait une notation de quelques facteurs d'influence. Ils peuvent être ils peuvent être juridiques, techniques et même économiques. Les facteurs d'influence économique sont utilisés dans certains cas, pas beaucoup dans les brevets, puisqu'en fait, il y a les facteurs juridiques qui sont plus importants. Et donc, ces facteurs juridiques, en fait, correspondent à, par exemple, la portée technique de la revendication, la portée territoriale, enfin la couverture géographique de l'actif, permise par l'actif, et la validité qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire la validité d'une revendication. Donc, est-ce elle a été délivrée, devant quel office, est-ce qu'elle est en phase d'opposition, des choses comme ça. Et en fonction de l'état de l'actif, vous avez des notes, donc selon un système normé. D'ailleurs, en fait, il y a un logiciel qui a été développé par l'Office européen des brevets qui s'appelle IP Score, qui permet de combiner un nombre très important de facteurs d'influence avec une combinaison linéaire des facteurs d'influence pour avoir un score de l'actif. Parce qu'en fait, avant même d'évaluer quantitativement, il faut quand même bien déterminer le score de l'actif. Les actifs ne se valent pas, donc il y a des brevets de moins bonne qualité que d'autres, notamment en raison de la portée des revendications, qui peut être très différente. Parfois, elle est très large, parfois, elle est limitative, parfois, elle est juste normale, elle permet de couvrir différents modes de réalisation. Et donc, ce raisonnement s'applique en fait aux autres critères juridiques. Et après, pour les critères techniques, donc il y a aussi là encore une évidence qui consiste à dire que plus l'invention, par exemple sur le critère de la complexité technique, plus l'invention est complexe, moins elle aura de valeur parce qu'il y aura moins de personnes capables de la reproduire en quelque sorte. Donc une invention qui peut être
réalisée par un grand nombre de personnes est une invention qui a plus de valeur en théorie. Après, il faut prendre tout ça en combinaison avec les autres facteurs, mais en théorie, une invention qui est plus simple techniquement peut être réalisée, donc du coup un effet d'échelle qui est beaucoup plus important. Et aussi, donc on retrouve le même principe sur les domaines techniques d'application. Donc une invention qui peut être appliquée à des domaines connexes, donc a plus de valeur qu'une invention qui est strictement limitée au domaine. Sauf là encore s'il y a d'autres facteurs qui permettent de rééquilibrer la balance. Mais en tout cas, voilà. Donc le principe, c'est toujours de voir et de pouvoir noter ces critères-là, et toujours en comparaison avec un référentiel. Donc il n'y a pas de notation dans l'absolu. Donc préalablement, il faut définir un profil type d'un brevet sur un échantillon de brevets qui sont dans le même domaine. Le profil type doit représenter des notes moyennes en quelque sorte, et on vient ensuite noter avec bon là c'est un exemple d'échelle enfin de système normé, mais on a d'autres, hein. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir comme je vais le montrer sur cette slide, comparer en fait un portefeuille ou un actif ou à d'autres en fait qui du coup présentent un profil moyen. Voilà. Et ça peut aussi donner des idées d'amélioration, notamment pour savoir où est-ce qu'on a le plus de points forts, où est-ce qu'on a le plus de points faibles, etc., etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'analyse qualitative. Là c'est un exemple en fait que j'ai relevé public, qui permet aussi de montrer qu'en fait, selon les procédures, on peut la portée d'une revendication peut changer considérablement. Donc là, à gauche, vous avez la portée qui a été délivrée en France, et à droite, vous avez une portée plus limitative qui a été délivrée en Europe. Donc là, ça concernait en fait un support destiné aux objectifs d'un microscope. Et donc vous voyez que la limitation qui a été faite en Europe porte sur des éléments mineurs de montage. Et donc, le brevet n'a plus la même portée en Europe, et donc n'a certainement plus la même valeur. Et donc, cela, en fait, est estimé par le facteur d'influence juridique qui est la portée de la revendication. Et vous pouvez donc faire un raisonnement très facile, hein. À gauche, donc, la revendication peut s'appliquer à différentes modes de réalisation, alors qu'à droite, il y a un mode spécifique, et donc forcément, la note, elle va tomber. Et donc, ces différentes notes sont ensuite combinées, donc avec, en fait, des poids, hein, donc c'est une sorte de combinaison linéaire classique. Donc des poids pour chaque facteur. Donc ça, il y a aussi différentes sources et littératures qui en parlent. On comprend aisément que la portée d'une revendication pour un actif type brevet est plus importante que un autre facteur économique ou facteur d'application technique, par exemple. Voilà. Et donc, en fonction des notations qu'on va opérer, donc vous avez vous avez deux axes, ou vous pouvez même avoir trois axes. Donc un axe économique que je n'ai pas mis, mais ce qu'on constate, c'est vraiment ces deux axes-là, juridique et technique. Et en fonction des deux notes, vous avez un score. Donc en fait, là par exemple, vous avez un système de score qui va de C à A. Et donc si vous avez un score élevé, hein, donc de A, vous avez un fort potentiel de valorisation. Donc vous pouvez utiliser un taux de royalties, donc un taux de redevance proche du quartile supérieur sur une statistique de taux de redevance. Donc ça, j'y reviendrai. Et donc pareil, si vous avez une note B, donc il est préférable d'utiliser la médiane comme hypothèse. Et si vous avez une note C, donc vaut mieux rester prudent et prendre un taux qui est proche du quartile inférieur. Et donc c'est ça qui montre le lien entre la partie l'analyse qualitative et l'analyse qui va suivre, donc qui est une analyse purement quantitative. Donc c'est ce score qui va nous permettre de choisir à chaque fois les hypothèses. Donc une évaluation financière, pour qu'elle soit bien menée, il faut qu'elle comporte plusieurs scénarios. Donc il n'y a pas d'évaluation qui donne une valeur. Donc ça, ce n'est pas du tout une évaluation pouvant faire l'objet d'un audit. Donc il faut toujours une matrice de valeurs, et l'expert, il donne son avis en fonction justement de l'appréciation qualitative qui s'est faite de l'actif. Voilà, donc pour dire quelques mots sur l'approche, enfin sur la méthode quantitative. Donc on a dit tout à l'heure, on a parlé de la méthode des coûts. Donc voilà, donc vous avez deux variantes. La méthode des coûts de reproduction. Donc c'est les estimations qui sont réalisées en rassemblant tous les coûts liés à l'achat ou au développement des inventions objets des actifs en cours d'évaluation. Donc ensuite vous avez la méthode des coûts de remplacement. Donc c'est les estimations qui sont effectuées sur la base des coûts qui seraient dépensés pour obtenir des actifs équivalents ayant une utilisation ou une fonction similaire. Et en fait, il faut faire attention parce que ces approches purement par les coûts ne doivent être appliquées que dans certaines situations. Elles ne sont pas recommandées dans des situations normales d'entreprise. Elles sont par contre
utilisé lorsqu'il y a des situations exceptionnelles. Hein. Bon, exceptionnelles, c'est une façon de parler, mais on est en présence d'une liquidation judiciaire ou d'un montage fiscal particulier. Donc, on peut effectivement avoir recours à ce type de méthode et qui permet simplement d'estimer en fait l'actif au coût qu'il a nécessité. Et donc, ce coût comprend aussi tout le travail de recherche et développement qui a précédé l'obtention du brevet. Voilà. Ensuite, donc on a dit qu'il y avait la méthode par le marché aussi. Et donc cette méthode, en fait, elle présente une certaine difficulté dans la mesure où les sources d'information sont rares pour trouver des accords transactionnels qui portent sur des actifs proches, enfin similaires à l'actif qu'on est en train d'évaluer. Et cela pose une difficulté parce qu'en fait, lorsqu'on parle de propriété industrielle, les actifs sont par définition uniques. Donc un brevet est par définition unique en fait. Hein. Sinon, il ne serait pas nouveau ou tout le moins il serait pas il serait pas nouveau voilà. Donc ou s'il est nouveau, il serait pas inventif. Donc trouver un actif identique devient très compliqué. Et donc il faut faire un benchmarking qui est extrêmement chronophage. Et ensuite, on peut trouver des valeurs qui ont été sur des accords transactionnels qui ont été conditionnés par des situations de négociation dont on ne connaît pas en fait les tenants et aboutissants. Et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on prend. Hein. Donc si on trouve par exemple deux accords qui sont très proches, est-ce qu'on prend la valeur inférieure, la valeur enfin le min, le max, la moyenne, et pourquoi on ferait une moyenne sur des choses qui n'ont rien à voir. Donc ça pose quand même énormément de questions. Et c'est pas non plus une méthode qu'on doit abandonner, mais c'est parce qu'en fait il y a des aspects du marché qu'on utilise dans la méthode de l'approche par les revenus. Oui, donc je disais en fait pour la méthode des revenus, c'est une méthode qui est recommandée par la norme en vigueur, la norme allemande DIN 7700. Et en fait, donc elle peut être appliquée selon deux approches, donc une actualisation des flux de trésorerie, donc c'est le bénéfice supplémentaire, ou l'exonération de redevances. Donc bon, je vais pas rentrer dans le détail. Hein, donc il y a des formules en fait. Donc il y a deux modèles qui sont généralement utilisés. Donc un premier modèle dans lequel on vient appliquer au flux financier un taux de redevance, et en fait un autre où on retire en fait l'investissement initial. Et donc là encore, tout dépend de la situation, de l'objectif en fait de l'évaluation. Et lorsqu'en fait on évalue par exemple en perspective d'avoir une cession, donc il vaut mieux appliquer la méthode en fait du bénéfice supplémentaire. Et lorsque l'objectif est une licence, donc on peut appliquer la méthode d'exonération de licence, en prenant comme flux financier les flux du futur licencié par exemple, ou du futur cessionnaire. Donc à chaque fois c'est se mettre en fait dans la situation du destinataire, dans la situation en fait de la personne qui va exploiter l'actif. Et lorsque c'est pour valoriser l'entreprise, tout simplement, dans ce cas-là, l'exploitation et les flux financiers proviennent de l'activité du titulaire de l'actif. Donc là, il y a une formule dans laquelle on utilise en fait les flux financiers, donc un taux de redevance et un taux de risque, donc un taux d'intérêt qu'on détermine par le modèle CAPM. C'est un modèle en fait qui est recommandé aussi par la norme. Donc c'est le Capital Asset Pricing Model. Et dans tout ça, il faut prendre en considération en fait une durée de prévision. Généralement, on prend 5 ans, hein, donc dans l'estimation de valeur de brevet. Mais il faut quand même tenir compte de l'obsolescence et de la fin d'utilisation économique. Parfois, ces durées-là peuvent être courtes selon le secteur, et donc faut quand même déterminer cette période de façon scientifique et non pas considérer à chaque fois 5 ans par défaut. Voilà, donc enfin, j'ai donné quelques exemples, par exemple, quelques exemples de taux de redevance selon les secteurs. Donc on sait qu'il y a une médiane globalement autour de 5% sur les brevets, mais il convient quand même de le déterminer de façon statistique. Donc il y a des sources spécialisées qui permettent de fournir en fait des taux de redevance qui ont été appliqués dans des accords proches du domaine de l'actif qu'on est en train d'évaluer. Ensuite, on procède en fait à une analyse statistique avec une médiane, quartile supérieur et quartile inférieur, et en fonction du score, on choisit l'hypothèse qui va bien. Voilà, et dernière slide, hein, donc enfin il y a aussi un modèle, l'application du modèle Black-Scholes au brevet selon la méthode des options, qui pose en fait une certaine difficulté dans la mesure où ce modèle ne s'applique jamais à un actif seul, il s'applique toujours à l'innovation globale, parce qu'en fait le sous-jacent, si vous parlez à un spécialiste en finance, le sous-jacent ne peut pas être un actif type brevet, donc c'est toujours l'innovation, donc c'est l'actif plus le savoir-faire plus l'innovation qui va avec. Et c'est pour ça, initialement, j'ai parlé des grappes technologiques qui, elles, s'assimilent plutôt à des
des technologies plutôt qu'à un actif brevet simple. Voilà. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Bonjour, comment vous Oui, définissez l'innovation de rupture? En fait, comme je Parce disais, qu'on nous dit oui. C'est pas de rupture, mais quels sont les critères? En fait, c'est une question, oui, qui revient souvent. En fait, ce qui définit la rupture, c'est le marché. Donc, c'est le marché qui, en fait, va définir cette rupture. Il suffit de constater l'arrêt d'utilisation d'une technique antérieure pour dire que la technique qui l'a remplacée est une technique de rupture. Donc, il y a vraiment cette notion de rupture qui est fondamentale. Oui, tout à fait. Souvent, on s'aperçoit de ça pas au Oui, moment du dépôt du brevet. pas au moment du dépôt du brevet. D'ailleurs, l'évaluation financière n'est pas faite non plus au moment du dépôt. Donc, en fait, pour qu'elle soit bien mûre, avec le moins d'incertitude possible, il vaut mieux que l'évaluation porte sur un portefeuille ayant au moins des familles de brevets délivrées, citées dans d'autres documents. Donc ça peut prendre 5-10 ans en moyenne avant qu'un brevet puisse être cité dans d'autres brevets. Et que l'effet technique enfin l'effet technique dans le sens économique en fait vient remplacer une technique antérieure, et c'est ça qui va nous faire dire qu'une invention est une invention de rupture. Mais ça, les statistiques sont faites de façon globale sur des brevets qui sont très mûrs, et en fait pour l'évaluation financière on détermine pas si c'est une invention de rupture, enfin peu importe. Donc ce constat je l'ai juste fait pour montrer où est-ce que in fine, se concentre la valeur des brevets. Donc, c'est surtout sur les inventions de rupture qui, elles sont qualifiées comme telles par les cabinets de conseil qui ont fait ces études-là, parce qu'ils ont remarqué en fait un remplacement, une rupture sur le marché qui touche à cette technique, enfin à la technique brevetée. Voilà. Bon, je pense qu'on manque de temps, donc je répondrai à vos questions éventuellement sur le stand de notre cabinet. Donc, je serai encore là pour jusqu'à la fin du salon. Et encore merci